je voulais t'indiquer au début de notre conversation aujourd'hui que je reconnais très clairement que mon époque, c'est-à-dire l'époque de l'art tel qu'il était, est bien dévolue, et ça n'existe plus. Et on se trouve tous dans la position, disons-le très franchement, des juifs qui vont encore au concert pour la musique classique, tous ceux qui aiment encore la peinture comme telle qu'elle était, les peintres qui savaient peindre. Mon époque est dévolue. Alors je ne la retrouve jamais, je ne la retrouverai jamais, et personne ne la retrouvera jamais. Donc il faut accepter cela, il faut accepter. Selon moi, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est une merde totale. Mais ça intéresse aux jeunes. Alors, les jeunes ne vont plus au concert, ils ne s'occupent plus de politique, ils ne font pas d'art, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils savent faire le hip-hop, c'est une chose extraordinaire, paraît-il. Moi, ça m'intéresse nullement, je n'ai aucun intérêt avec ces gens. Donc, d'être dévolu d'une espèce de changement dans ma vie, dans un espèce de vieux juif, qui suit quand même ces vieilles traditions de musique classique, etc., c'est d'être perdu dans un monde entièrement, alors, qui s'y intéresse, personne. Alors, je comprends très bien que ma littérature, mon art, ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit, tout ça n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus de société blanche. Les blancs seront éliminés très tôt. Ils sont en train de se tuer, l'un et l'autre, et finiront très bien avec une espèce de monde de demi-nègres, disons, avec quelques juifs qui tiendront encore jusqu'à leur 90e année, et puis bon, puis ça sera tout fini. Il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de blancs, il n'y aura plus de rien. Il y aura une espèce de méli-mélo, de négritude avec qui sait quoi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Il faut le reconnaître. Déjà, dorénavant, du premier moment, il faut savoir que c'est comme ça. Si les gens insistent à épouser l'un et l'autre les hommes, et les femmes, etc., et tout ça, ça sera fini. Fini. Finite la storia. Bon, une race qui se suicide, ce qui est en effet ce qu'ils font, se suicident, et ils sont morts. Et ils mourront de cela. Mais ça ne les intéresse, paraît-il, pas du tout. Candidate à la mairie de New York est une lesbienne. Ah, c'est une merveille, ça, c'est absolument parfait, c'est ce qu'il faut. Hein? Bien. Quand la dernière lesbienne sera partie, il n'y aura plus d'elle, il n'y aura plus rien. Enfin, pas pour nous, pour les autres, il y en aura. Ce sera à l'époque, je ne sais pas de quoi, je n'aime pas même imaginer. Donc, pourquoi je suis artiste, pourquoi je continue? Parce que c'est la seule chose que je sais faire. Ok? Cette déclaration faite, tu peux poursuivre avec tes questions. C'est du sévère, ça. Hein, oui, c'est du sévère. Et par rapport, moi j'ai une question pour toi. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux imaginer que 2 ou 3 générations avant toi, des gens aient pu avoir le même sentiment que tu as aujourd'hui, oui, de se dire, notre époque est révolue, et une nouvelle arrive et qui n'est pas... Oui, mais ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. Ah. Manuel El Fayad, il y avait, le monde est plein de pédérastes. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des pédérastes qui s'amusent au lit comme ils veulent. Ça ne me gêne pas du tout, nullement. Je suis nullement homophobe dans ce sens-là. Quoique j'ai juste été persuadé que dans mon enfance, que je devais être homosexuel puisque je suis artiste. C'est nécessaire selon certains. Hein? Les Poulenc, la famille Poulenc, qui est la famille de mon épouse, bien, sont tous des PD. Alors ça fait dangereux. Ravel était-il un moindre compositeur parce qu'il était PD? Non. Mais il n'aurait pas réussi comme il a réussi s'il n'était pas. Ça, il est certain que la mafia homosexuelle est très grande et très puissante, a toujours été très puissante. Et il n'y a pas de mal, pourvu que ce soit privé. Une fois que c'est organisé, c'est comme être un juif professionnel. Être comme un Elie Wiesel qui vit
justement du fait qu'il est juif. Alors ça lui rapporte 5 000 ou 10 000 $ par tournée. Je suis là, je pleure, il est terrible ce qui s'est passé aux Juifs, l'extermination, tout ça. Mais au fond, c'est un professionnel, c'est un acteur professionnel. Il avait 3 ans, et selon ce qu'on sait maintenant, il était dans 3 camps différents au même temps. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi un menteur. Donc, on s'en fiche. Sans les mois, nous le traitions comme une espèce de merde d'à côté. Que veux-tu? On est comme ça. Oui, naturellement, il y avait des gens qui pensaient comme nous. Mais toi, tu as une espèce d'espoir dans le renouvellement, et moi, pas du tout. Hein. Là, je ne suis pas du tout de ton avis, que tout ce renouvellement, parce qu'on n'existera plus. Il n'y aura plus d'Olivier. Bien sûr, bien sûr. Continue. Maintenant, pour faire le lien avec là où on s'est quitté hier, est-ce que tu as eu conscience, toi, de cette époque artistique et littéraire dès Laquelle? avant la guerre? Laquelle? Avant la guerre? Oui. Ah oui, absolument. Oui. Donc c'est la musique et la littérature et le journalisme qui t'ont attiré à cette époque. Non, mais toutes les professions que j'ai exercées ont été des intérêts professionnels, quoi. C'est ça. Si je suis devenu avocat, enfin à 3/4, Ouais. c'est parce que la loi m'intéressait, m'a toujours intéressé. Ouais. Si j'ai fait ceci ou cela, c'est toujours pour une bonne raison que cela m'intéressait. Ouais. Donc mes intérêts sont énormes et non seulement sont-ils énormes, mais ils sont inépuisables. Bon. Disons, il n'y a pas moyen de les épuiser tous parce que chaque chose est intéressante en soi. Je ne pensais jamais faire une entrevue avec toi sur ma vie pour les Français qui me connaissent absolument nullement. Donc, ils me connaissent nullement. Donc, qui est ce mec? Mais ils trouveront un peu bizarre, comme je t'ai dit hier, que je sois un Américain qui parle quand même un français convenable. Et soit dit, je sais qu'il n'est pas plus avancé qu'au convenable. Je choisis mes mots pour... mon lexique n'est pas énorme, il n'est pas ce qu'il devrait être. Mais je peux quand même, tu sais, citer des pages entières de Chateaubriand et je peux employer ce merveilleux temps. Nous fûmes à une époque une telle chose. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Hein. C'est ça. Et ce très beau temps, hein, pour moi, Chateaubriand est un des modèles que j'ai toujours eu. Je suis venu tard à Chateaubriand, parce que c'est un énorme truc. Hein. Mais j'ai débuté en traduisant Michelet. C'est quand même, moi je suis le traducteur à l'anglais de Michelet. D'accord. Traduit Michelet en anglais. Donc oui, à l'époque, oui, on savait très bien. Ce monde, que veux-tu, ce monde, pour l'appeler qu'on l'appelait à l'époque, ce demi-monde, hein, le demi-monde, des homosexuels, des artistes, de tous ces gens-là très intéressants, de Coco Chanel, de Céline, sont tous, c'est un méli-mélo, hein, sont tous de la même espèce, bizarre, des êtres qui sont hors le normal. Et moi, je suis tout autant qu'eux, hors du normal. Sauf que moi, j'ai une direction très fixe et la leur a été plutôt mouvante. Pourquoi est-ce qu'on tuerait Laval et pas un autre? Pourquoi on laisse Brasillac aller et l'autre pas? Pourquoi De Gaulle agit comme ci ou pas comme ça? On ne sait pas, il avait ses raisons. Ces raisons sont des raisons d'État qui ont à voir avec la France et avec son grand désir d'être la grande puissance mondiale qu'elle ne sera jamais plus. Hein, mais, ils y pensent encore. C'est leur grand désir, c'est d'être grand. Hein. Ils sont perdus là-dedans. Tous les Français que j'ai connus, tous les présidents français que j'ai connus depuis... ça remonte à quoi? Ça remonte peut-être au premier jour de François Mitterrand ou avant Mitterrand. Lui et Pompidou et ces gens que j'ai connus, très bien, je les ai connus comme chez moi. Ces gens-là, c'était toujours la France qui comptait pour eux, parce que la France, c'est la France, et voilà, il faut applaudir la France, c'est une merveille de culture et de tout ça. Sauf que c'est une merde, mais cela à part. C'est très bien. Bon, les Français sont des grands protecteurs d'artistes, mais regardant ça de la Californie,
faut dire qu'on n'avait pas une grande admiration pour la France pendant l'occupation. Non. Pas du tout. On savait très bien ce qui s'est passé là-bas, puisqu'on avait des amis là-bas. Hein. C'était pas très bien. L'occupation de la France ne fut pas un des grands moments de l'histoire française. Non. Absolument. Qu'est-ce que tu en as perçu, toi, de l'occupation de la France depuis la Californie? Tu sais, j'étais encore gosse. Oui. Donc mes idées politiques ne s'étaient pas vraiment formées à un tel point que je pouvais parler ouvertement de ça avec quiconque. Je n'avais pas d'amis qui parlaient de la France. Comment est-ce que c'était perçu par ton père ou ta mère? Comment j'étais quoi? Comment est-ce que l'occupation de la France était perçue par ta famille ou tes parents? Je suppose que ma mère a toujours pensé que les Français c'était des gens tout à fait médiocres, qui avaient un mauvais aéroport qui s'appelait le Bourget. De Gaulle n'avait pas, Charles de Gaulle n'existait pas. On y atterrissait, on mangeait assez bien. Les Français c'était des gens admirables à la bouffe. Mais à part ça, il n'avait aucun intérêt, il ne parlait pas la langue, donc mon père n'était pas linguiste du tout, hein, il ne parlait aucune langue, l'anglais et l'allemand, qui est sa langue quand même de forme d'éducation. Tandis que ma mère, qui parlait beaucoup de langues, elle n'y a jamais réfléchi, je crois pas. Mais les Français ont disparu de notre écran quand on était à l'école en Californie entre 1939 et 1945. C'est seulement en 1945 qu'on s'est aperçu qu'ils avaient été des salauds. Oui, ça oui. Ça, on savait très bien. Et à la France, surtout, avec l'épuration et tout ça, alors ça, c'est devenu un vrai cas, parce que qu'est-ce que les Français ont fait pour Drancy, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Juifs, les massacres du Vélodrome, tout ça, ça fait partie d'une éducation que j'ai beaucoup plus tard, hein, que m'a donné David Rousset, des amis comme ça qui sont passés par là. Mais à l'époque en Californie, les Français étaient des gens plutôt moches. Et d'ailleurs, ils restent plutôt moches, selon moi. Ce côté étatiste de la France est ce qui va détruire la France. La France était un pays ouvert, où les Espagnols se sentaient à leur aise, mais quand les Français ont vendu les Républicains, on n'a qu'à lire Louis Guillou pour savoir ce que les Français ont fait avec les Espagnols. Ils les ont pris, ils ont accepté, puis ils les ont renvoyés dans les camps. Les premiers camps de concentration sont français, à part ceux en Afrique du Sud. La France est tout à fait faite pour former des camps de concentration. Ils s'y connaissent, ils sont passés par là. C'est pas du joli, hein, ça, la France, pour moi, a une réputation terne, pour dire le moindre. Je l'admire. En France, j'admire comme toujours. J'ai toujours admiré les grands écrivains français, la grande musique française. Et surtout, on dit que dans ma musique, qui est une chose que j'exerce assez constamment, que je suis un compositeur, au fond, avec une oreille française. Et c'est vrai. J'ai une oreille qui est tout à fait... qui va vers Poulenc, etc. Très facilement. Enfin, ça c'est ma jeunesse. Mais de la Californie, à l'époque, ça n'existe pas. À toi. Alors on en était, je te pousse un petit peu à suivre le fil parce que... Oui, vas-y, fais ce que tu voudras. On en était à toi en Californie, tes premières... ton premier contact avec, si j'ai bien compris, une éducation et une université qui t'a plutôt apporté quelque chose, je crois, pendant ces années-là. Et il y a un moment dont tu as commencé à me parler, qui était celui où tu t'es retrouvé un petit peu dans les tourments de ta mère. Oui, ça c'est du point de vue psychologique. Voilà. Ça, il n'y a rien à voir, hein. Il n'y a rien à résoudre en conversation. D'accord. Même une réponse directe serait un mensonge. Très bien. C'est un problème psychanalytique que mon médecin a bien travaillé avec moi, mon ami Barry Cooper. Il s'y connaît, il connaît très bien le problème. Mais j'ai un problème avec ma mère, j'ai toujours un problème avec ma mère. Je n'étais pas le chouchou de la famille, mais j'étais à l'époque le seul soutien de ma mère. Donc voilà. Bien sûr.
Et est-ce que, Ça, c'est très complexe. est-ce que cette année, ou je ne sais pas, le temps que vous avez passé ensemble à ce moment-là, est-ce que ça a décidé pour toi de ton orientation, de tes choix Dans quel d'orientation? sens? Ben, parce que tu m'as dit que ensuite. Attends. Oui. Attends. Linda. So, wait a minute, did she call you back? Not now, but I sent her also written message. And Well, I told her to call you back when you Okay. came back. Ah, okay. But obviously she hasn't got a car, so either my car works or it doesn't. we tried, yeah. Yeah, so I told her to talk to you. Okay. Just as long as we don't see big black ladies. Pardon, mon orientation. Donc tu m'as dit que à l'issue de cette période-là, il y avait d'un côté une école militaire, de l'autre côté une école monastique. Oui. Est-ce que c'est là que les Mais on a ces déménagé choix se sont en 40. Pendant la guerre, on a déménagé, on a quitté. Quand ma mère avait fini de pleurer, le divorce s'est fait. On est allé chez l'avocat, mon frère et moi, déclarer avec qui on voulait rester. La loi demande, exige d'ailleurs aux États-Unis qu'on demande aux enfants des pays, des parents qui se divorcent, avec qui voudriez-vous plutôt rester? Alors mon frère a tout de suite dit, parce qu'il avait 18 ans à l'époque, il a dit je reste avec mon père. Moi j'ai dit, ayant 13 ans, je reste avec ma mère. Hein. Pas difficile à découvrir. À ce moment-là, le divorce est fait et on a quitté la Californie. On est rentré vers l'Est, dans des trains bondés naturellement par la guerre. C'était pas très difficile. Et ma mère s'est installée à New York avec un revenu de $200 par mois, qui n'était pas très généreux. Effectivement. Puisque mon père s'est remarié presque aussitôt. Et bon, sa femme était une espèce de tricoteuse qui avait un petit magasin où elle vendait des vêtements qui avaient appartenu un jour aux grandes vedettes du cinéma. Alors tu pouvais trouver la robe de chambre que portait Greta Garbo, tu veux, mais c'était son genre. C'était une femme pas bête, mais ni très jolie, mais enfin mon père était bien avec elle et voilà. Il s'en foutait bien du reste. Avant tout cela, naturellement, il avait fait le grand geste en nous indiquant où il avait son pétrole, quels étaient ses puits à Long Beach. Tout ça nous arriverait un jour, mais ça c'est de la fantaisie. Il est là avec quand même... il a un partenaire qui s'appelle Bobby DeCallery, qui est un homme... encore un homme du demi-monde, si tu veux. C'était le grand ami de mon père, et ils étaient dans leur business ensemble, leur business étant le pétrole, je suppose. Et c'est devenu Occident Petroleum, et ça lui a été volé après la mort de mon père. Tout ça est parti, et c'est devenu Occidental Oil. On lui a volé tout. Ok. Qui lui a volé? Le partenaire, je suppose. Le partenaire. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on ne sait pas s'il s'est suicidé. Ton père? Oui, ou s'il est mort, on ne sait pas. On sait seulement qu'au Nevada, par une nuit, après minuit, il est descendu à ski sans lumière. Descendu en ski toute la montagne, parce que l'hôtel était tout en haut de la montagne. Alors c'est une vraie descente jusqu'à la route principale, et puis il est remonté à pied. Et puis il est redescendu, et puis il est remonté à pied. Il est mort d'une crise cardiaque. Délibéré, qui sait? Nous ne savons pas. Nous avons dépensé un argent fou pour essayer de découvrir comment il était mort, mais on ne sait pas. On a le certificat de sa mort, ça dit maladie du cœur, quoi. Infarctus. Mais ça peut être, ça peut ne pas être. Alors ça, c'est toujours resté. J'ai écrit 3 livres sur mon père, le cherchant. Hein.
presque impossible. Et je suis fini, j'ai terminé enfin la fin de ma vie, j'arrive à la fin de ma vie. Et je peux dire que c'est un salaud. C'est simple. Il a tout pris et c'est un grand égoïste, il a fait ce qu'il en voulait. Mais lui aussi est arrivé à son bout. Hein. Ça, tu n'as qu'à lire tous les romans qui ont été écrits et publiés. Ça, autre genre de choses. Donc, une fois installé à New York, c'était une vie entièrement différente. Oui. Ma mère devait, avec $200, envoyer 2 enfants. Hein, mon frère et moi, aux universités, etc., nous former, nous éduquer. Et mon père ne payait rien. Hein. $200, c'est pas beaucoup. Et c'est grâce au fait qu'elle connaissait très bien la duchesse de Windsor, et des gens très importants. Elle connaissait très bien Mamboché. Elle avait été cliente de ces gens-là. Maintenant, elle était devenue vendeuse pour ces gens-là. Ce n'est pas facile pour elle du tout. Elle vivait dans un petit appartement avec une grande amie italienne qui avait, elle aussi, des problèmes à côté de la 3e avenue où les trains passaient toute la journée, toute la nuit jusqu'à 2 heures du matin et puis recommençaient à 6 heures. Donc, ce bruit des trains est une chose tout à fait spéciale pour moi. Bien, moi, j'étais plutôt facile à placer, n'étant pas un imbécile. On a écrit à quelques universités en demandant est-ce qu'ils pouvaient nous aider. Il était temps de guerre, donc les universités étaient ouvertes à ce genre de choses. Et moi, on m'a tout de suite offert une bourse triple, c'est-à-dire 3 fois le tarif, oui, à l'université de Yale. Et c'est là que je suis allé, mais pas avant d'être devenu moine et tout ça. J'ai dû passer par les écoles. Et les écoles, je les ai faites très bien. Je t'ai raconté, je crois, j'ai oublié ce que je t'ai dit, mais mon prof de mathématiques, je crois t'avoir dit, est mort en classe. Et c'est moi qui ai pris la classe, c'est comme ça mon début à l'enseignement. J'ai pris son cours. J'étais très fort en mathématiques à l'époque, oui, donc comme tout artiste, philosophe ou ce que tu veux, musicien aura l'oreille, c'est tout à fait l'hémisphère gauche, oui, je suis fait comme ça. Donc c'est par là que ça a débuté. J'ai eu une excellente éducation. Vraiment excellente éducation chez les bénédictins, parce que ma mère n'acceptait pas que j'aille à une école qui ne soit pas catholique. On m'a envoyé dans une première, on a été, mon frère et moi, les deux, nous avons été renvoyés parce qu'on est allé au cinéma. Chose terrible. On a été renvoyés avec le fils de monsieur Ernest Hemingway, avec le fils Patrick, les 3 on était... Set down, ça s'appelle en anglais, c'est-à-dire rayé. Okay. Wow. Alors ma mère avait encore une fois un autre problème. J'ai dû changer d'école, trouver une autre école. Et on a trouvé le prieuré de Portsmouth, où j'ai été élevé dans des conditions presque idéales, parce que les maîtres étaient tous très bons, la communauté était très petite. Okay. Et je suis tout de suite été très attiré vers la vie monastique, presque tout de suite. Et d'ailleurs, il y a une partie de moi qui est restée moine. Oui, je suis très catholique dans ce sens-là, dans le sens monastique du mot. J'ai un peu de l'ascète, j'aime le chant grégorien, tout ça. Ça a mal fini parce que j'avais 13 ans et j'avais faim, mais alors ça, c'est une autre histoire entièrement, mais... Enfin, une excellente éducation, et puis à la fin de mon cours, je suis devenu moi-même moine. À quel âge? À 14. 14. Quand tu disais ça mal fini parce que j'avais 13 ans... C'est-à-dire j'avais 13 ans et j'étais à mon 14e anniversaire. Okay. Et quand tu dis ça a mal fini parce que j'avais faim, pour quelle raison? Oui, mais... Avant ça, il faut savoir que la règle de Saint-Benoît permet oui, aux enfants d'être moines. Oui. Pourvu qu'ils soient suffisamment forts, pourvu qu'ils aient l'éducation nécessaire pour faire ça. C'est dans la règle qu'il faut qu'ils aient
un traitement moins dur que les autres, que des moines plus anciens s'occupent bien d'eux. Mais moi, on était très très heureux de me voir parce qu'il y avait très peu de gens à l'époque qui entraient dans les monastères, quoi. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Le monastère aujourd'hui consiste d'un abbé et il n'y a pas de moine presque. Il en reste 3. Et quand ces 3 sont disparus, il n'y en aura plus. Parce que ça aussi, ça va avec tout le reste du monde moderne. Les moines, qui a besoin d'un moine? Si tu demandes à mon fils aîné ça, il dit la religion c'est un empêchement à la libre pensée. Et il a raison. Il a raison. Clairement, on est formé par ces idées. Culpabilité, qui est Dante, qui est saint Thomas d'Aquin, qui est une grande tradition, ça n'intéresse personne aujourd'hui. Les gens ne savent plus lire Dante, ils n'ont aucune idée qui c'est. Mais ils connaissent très bien qui est Michael Jackson. C'est même beaucoup plus important que Dante. Beaucoup plus important. C'est un con, ça n'a rien à voir. C'est comme ça. Oui. Et tout ça, c'est perdu. On a perdu tout ça, on l'a jeté par la fenêtre. Et voilà où on en est. À notre mort collective. Donc là-bas, j'ai eu une éducation formidable. Vraiment, ils s'occupaient, les moines enseignaient. J'ai continué mon latin et mon grec avec des moines plutôt sévères, mais d'une très grande bonté. On avait un très très bon mathématicien dans la communauté. Il y avait le futur évêque de la Suède, l'évêque catholique de la Suède, Ansgar Nilsson, un homme extraordinaire qui a fait toute la Suède en bicyclette. Et il va partout avec ses robes d'évêque derrière lui, un type extraordinaire. C'était un grand expert sur, disons, la préhistoire. C'est un copain que j'ai gardé toute ma vie, donc il doit savoir maintenant. L'abbé ne t'a jamais demandé, il ne t'a même pas demandé. Non, il t'a dit si tu veux, on comprend parfaitement, si tu veux revenir, tu n'as qu'à nous indiquer que tu veux y revenir et tu seras réaccepté. Mais ce fut un triste incident, je te dis. Et un triste incident, mais en même temps, tu ne le considérais pas comme un petit peu normal à ton âge, ce genre d'incident? Je sais que je ne savais pas même ce que c'était. Oui. On parle de la préhistoire, mon petit. Oui. Les gens ne parlaient pas de sexe. Et la petite Moi, fille, j'étais vierge jusqu'à 18 ans, moi, ou 17 ans. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je ne sais pas où on le mettait. Je savais qu'on allait le truc, mais où est-ce qu'on le mettait, j'avais aucune idée. Ça m'a jamais intéressé d'ailleurs, de savoir où. Mais je suis pas très formé, je suis peut-être pas très doué pour ça, malgré j'ai fait 9 enfants, donc il faut bien croire que je sais le faire. Oui. Mais donc ce jour-là, quel était l'incident? C'était la jeune fille ou c'était le fait d'avoir... C'était le fait de devoir s'expliquer devant une communauté que j'admirais, que j'adorais, que je connaissais très bien, et de paraître là comme une espèce de pauvre con qui s'était séduit. Je suis certain qu'il m'aurait pardonné, mais c'est pas ça qui comptait. Le fait d'avoir fait ça, qui pour moi était impossible. J'ai toujours été très rigoureux. Donc, moi, les choses, je ne les fais pas par demi. Quand je tiens à quelque chose, je le fais absolument avec toute la force de mon âme. Je suis devenu moine avec ce même sentiment. Je n'allais pas admettre en public, j'avais été tellement un con. Alors, j'ai dû me retirer de là et puis j'ai terminé à l'université de Yale, très bien placé. Mais tu vois. Je comprends. Non, tu ne peux pas comprendre. Mais, enfin, je comprends, j'imagine. Mais donc ça a été une grosse déception pour toi d'avoir cet événement? Ça a été une grosse déception? Ou est-ce que ça, finalement, tu l'as pris comme un destin? Non, j'ai essayé de continuer ma vie monacale, mais avec d'autres moyens, en d'autres endroits. C'est-à-dire, je suis allé fréquemment au Canada pour être avec les moines à Mistassini. J'ai voyagé jusque tout au nord du Canada pour trouver
les cisterciens, les chartreux. Les chartreux, donc j'étais chez les chartreux. J'ai essayé un peu partout et chaque fois je me trouvais très à mon aise. Hein, moi. J'aime le cloître. Je trouve ça très bien. C'est un endroit où il y a le silence et la paix. Deux choses que j'aime beaucoup. Des choses que je ne reçois que très très rarement de mes jours. Si je parle avec toi, c'est très rare. Je ne suis pas un parleur. Je ne discute pas de ma vie, je l'écris. Je n'en discute pas avec donc, tout ça. Les chartreux, quand même, c'est très beau. Mais malheureusement, l'odeur de fromage, qu'est-ce qu'il faisait tous les jours, était un peu excessif pour mes sensibilités. Mais par contre, le Salve Regina qu'il chantait est la plus belle du monde. Que les chartreux ont un chant grégorien qui leur est particulier. Mais l'idée de ce silence immense dans l'hiver canadien me plaisait, ça. Mais à la fin, j'ai décidé non. Donc j'ai passé par Montréal avec des époques en cherchant toujours une espèce de mi-chemin pour retrouver ce que j'avais perdu, mais j'ai vraiment pas très bien réussi. Le Canada n'était pas fait pour moi. J'avais des copains demi-louches. Et la fin de la guerre est parvenue pendant que j'étais à Montréal en 1945. Donc, finita questa storia era finita. Tout ça était terminé. Donc en 1945, je me trouve... je suis à Yale. Je crois que je suis à l'université de Yale, qui est une des grandes universités, où ils m'ont très très bien traité, où j'étais très très bien, où j'ai eu des cours excellents. Mais on était, à l'époque, quand je suis entré à Yale en 1944, je crois, avant la fin de la guerre Pacifique, les soldats n'étaient pas encore revenus, et Yale à l'époque comptait 3000 professeurs et 600 élèves. Il y avait donc, tu peux faire la mathématique, je sais que tu es très mauvais en mathématiques, mais... ça fait quand même 6... Ça fait 6 professeurs pour chaque élève. Alors tu sortais le matin, c'est là que j'ai formé une des grandes amitiés de ma vie, mais tu sortais le matin, un petit déjeuner, et tu allais vers l'endroit où on servait le petit déjeuner à l'époque, parce que c'était temps de guerre. Le campus, disons, le lieu de l'université était rempli de soldats qu'on envoyait un peu Pacifique ou partout. Hein. Et le long du chemin, il y avait des professeurs qui disaient « aujourd'hui je fais Kierkegaard ». L'autre disait « moi je fais Wittgenstein ». Ou l'autre disait « moi je suis Henri Faucillon ». Henri Faucillon, c'est un grand nom de l'histoire de l'art française. Et chacun essayait de s'attirer vers sa classe. Et ça fait un choix extraordinaire. Et pour un élève comme moi qui était ouvert à n'importe quoi et qui avait une curiosité totale pour n'importe quoi, alors c'était extraordinaire, absolument extraordinaire. Alors, si tu entrais en classe, tu disais bon, ok, calme-toi un peu. Bon, je viendrai écouter ce que tu as à dire sur, je sais pas, Pétrarque. Moi, j'étais avec un mec extraordinaire qui s'appelle, d'ailleurs très connu en France, qui s'appelle Erich Auerbach. C'était son grand livre s'appelle Mimesis. C'est un élève de Leo Spitzer, donc c'est une personne que dont tout Français connaîtra le nom parfaitement, parce que c'est un des grands auteurs comme Baudel. C'est une figure de la littérature entière. Mais lui, c'est un Allemand qui a fini en Turquie, qui est passé par la Turquie. D'ailleurs, 60 ans plus tard, j'ai pris sa chaire. Ah oui. C'est moi qui l'ai occupé sa chaire à l'université de Boğaziçi. Donc tout ça, c'est énormément compliqué du point de vue intellectuel. Alors avec Erich Auerbach, j'ai lu pendant 1 an entier, pour être exact, soyons exacts. Je crois qu'il y a en tout 39 vers de Dante.
dans l'original. 39 vers seulement. Ah mais tu veux étudier avec moi? Je dis, oui, oui, c'est intéressant. Mais... Bon, alors, voilà ta première tâche, il m'envoie, sans rien dire où je vais trouver tout ça. Où est-ce que je vais trouver ça? Qui c'est Dante? J'avais aucune idée, je n'avais jamais lu. 39 vers. Pour ça, il fallait consulter Migne. Tu sais qui c'est Migne? Il me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Ben, Migne, c'est le grand collectionneur des écrits des pères grecs et latins. Voilà. Une série de 2000 volumes. 2000. Tu n'as qu'à lire ça. Alors je demande à la bibliothécaire comment est-ce qu'on débute dans tout ça. Très gentiment, ils m'ont indiqué qu'il faut faire. Il y a un index. Pas tout à fait, il n'est certainement pas complet. Je me suis mis à lire. 39 vers pendant un an, tu sais lire à fond un texte. J'ai appris de Auerbach comment lire un texte à fond. Ce qui a fait de moi ce petit côté que j'ai d'érudit vient de là. Parce que, dans un certain sens, je suis aussi un érudit. Je n'ai pas fait de professeur pendant 61 ans sans devenir assez érudit dans mon domaine, qui est la Méditerranée, etc. Donc, autre chose d'intéressante à poursuivre un autre jour. Ouais, ok.